Les entreprises togolaises ont toujours de la peine à avaler la pilule de l'assurance maladie universelle, rendue effective depuis le 1er janvier 2024. Les principales difficultés des entreprises sont dans un premier temps le taux de 10% des rémunérations mensuelles de l'employé, dont 5% à la charge de l'employeur, ajouté aux cotisations sociales. Dans un second temps, les entreprises togolaises se plaignent du taux de l'impôt sur les entreprises. D'ailleurs, les entrepreneurs togolais n'hésitent pas à faire référence à la longue crise énergétique que le pays a traversée de janvier à juillet 2024, laquelle crise a fortement impacté leurs prestations. Dans le but d'aboutir à un document de plaidoyer, le Conseil national du patronat a lancé une enquête. D'après la fiche d'enquête soumise aux entreprises, on demande entre autres le niveau de l'impact de l'introduction de l'assurance maladie universelle AMU et de la crise énergétique, l'impact du taux de l'AMU sur les charges d'exploitation. Courant mai 2024, le problème de l'AMU et de la crise énergétique ont été au cœur des débats à l'Assemblée générale mixte de l'Association des grandes entreprises du Togo. Il a été relevé que des plaidoyers étaient allés dans le sens de l'amélioration du Code général des impôts, l'assurance maladie universelle, puis le coût et la qualité de l'énergie électrique au Togo. À terme, cette enquête permettra au patronat d'avoir une vue d'ensemble des tendances, puis des défis en vue de faire un plaidoyer et de faire des recommandations. Les résultats de la récente enquête menée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP sur la perception globale des consommateurs à l'égard de leurs opérateurs de télécommunications sont déjà accessibles. À la suite de cette enquête, il ressort que le taux de satisfaction des abonnés aux services mobiles au Togo a progressé de 2023 à 2024. Ainsi, pour les clients des opérateurs mobiles, le taux de satisfaction passe de 44% en 2023 à 51% en 2024. Dans les détails, le niveau de satisfaction des abonnés de Move Africa Togo est de 58% contre 47% pour ceux de Togo Cellulaire. En ce qui concerne les tarifs, ils sont jugés élevés pour les clients de Togo Cellulaire à 79% et 65% pour ceux de Move Africa Togo. S'agissant des clients des fournisseurs d'accès Internet fixe, le taux de satisfaction global s'est amélioré, passant de 46% à 53% sur la même période. L'on note également des insatisfactions dans les résultats de cette enquête. Ceci concerne l'indisponibilité de services de certaines sociétés de télécommunications mobiles et fixes ou encore l'absence de couverture dans certaines localités, sans oublier le sentiment d'épuisement anormal des forfaits de data mobile, entre autres. Rappelons que cette enquête large publique menée par l'ARCEP a enregistré plus de 15 000 réponses à travers divers canaux. Le ministère de la Justice poursuit son ambition d'étendre des maisons de justice à travers tout le territoire national. Ces structures, conçues pour désengorger les tribunaux et les prisons en facilitant la résolution des conflits mineurs, se déploient progressivement. Récemment, le ministre de la Justice, Mipamp Namtougli, a précisé que de nouvelles maisons de justice seront bientôt inaugurées dans plusieurs localités, dont Segbe, Djagblé, Akepe et Kounioou. Des études sont actuellement en cours pour en installer dans les préfectures de Loti, Tandjouaré, Bandjal et Kbenjal-Ouest. L'objectif principal de ces maisons de justice est d'offrir une alternative aux procédures judiciaires classiques, souvent longues et coûteuses. Elles permettent de résoudre rapidement les litiges à travers la conciliation et la médiation, contribuant aussi à maintenir la paix dans la société. Leur rôle est également de prévenir la surpopulation carcérale en limitant le recours à l'incarcération pour les infractions mineures. Actuellement au Togo, 16 des 17 maisons de justice sont en activité avec des résultats prometteurs. Pour exemple, la maison de justice de Zonguera, qui depuis sa création en 2020 a enregistré 989 affaires, dont 627 ont été résolues par médiation. Le projet, soutenu par des partenaires comme le PNUD, contribue à la réforme du secteur judiciaire. Avec l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale, le gouvernement entend continuer à promouvoir des alternatives en l'emprisonnement pour faire face à la surpopulation carcérale.
La coopération entre l'ONU et l'Union africaine se renforce pour relever les défis actuels. Mercredi, au Conseil de sécurité, le représentant spécial du secrétaire général auprès de l'Union africaine a souligné l'importance de cette alliance. Le partenariat entre les Nations unies et l'Union africaine tire son dynamisme d'un engagement partagé et durable en faveur du multilatéralisme. La question de la réforme du Conseil de sécurité a également été abordée lors de cette session. L'Union africaine s'attend à des mesures, y compris l'ouverture de négociations intergouvernementales pour donner la priorité à l'Afrique dans la réforme du Conseil de sécurité. La lutte contre le changement climatique doit aussi être renforcée par ce partenariat. Nous devons nous concentrer sur la prévention et le renforcement de la résilience. Cela implique des efforts accrus en faveur du développement durable, ainsi qu'une action multipartite, collaborative et inclusive, y compris avec des organisations dirigées par des femmes et des jeunes. Les actions d'atténuation, de financement et de résilience liées à l'adaptation au climat et sensibles aux conflits peuvent constituer un levier important pour la consolidation de la paix. Nous nous félicitons donc de l'approvisionnement du partenariat entre l'Union africaine et les Nations unies sur le climat, la paix et la sécurité. Le renforcement de ce partenariat reste donc un pilier essentiel pour l'Afrique. La Russie envisage d'annuler les visas pour 9 pays d'Afrique et du Moyen-Orient. Des accords sur un régime sans visa sont actuellement en préparation selon le chef du département consulaire du ministère russe des Affaires étrangères. Alexei Klimov précise que ces documents prévoient l'entrée sans visa pour les courts séjours jusqu'à 90 jours uniquement. Il n'a toutefois pas donné de date de mise en place de ces nouvelles mesures car les négociations avec les partenaires sont à des stades d'avancement différents. M. Klimov a promis d'informer sur les réalisations dans ce sens, concrétisées par des accords bilatéraux documentés. Auparavant, le ministère russe des Affaires étrangères avait déclaré que la Russie négociait la simplification des régimes de visa avec plusieurs pays africains, dont le Zimbabwe. Les Russes bénéficient déjà d'un régime d'exemption de visa en Angola, au Mozambique, au Malawi, à Sao Tomé et Principe, en Tunisie et au Maroc. Jusqu'à 10 000 migrants haïtiens expulsés chaque semaine. La République dominicaine durcit sa politique migratoire. Le porte-parole du gouvernement a annoncé une opération de rapatriement massif des Haïtiens résidant illégalement dans le pays. Le gouvernement veut aussi faciliter les retours volontaires. Un protocole sera établi pour les immigrants illégaux et pour leur retour assisté. Nous voulons leur garantir des conditions dignes et tout élaborer en collaboration avec les autorités haïtiennes. L'instabilité politique et les violences de gangs qui perdurent en Haïti contraignent de nombreux citoyens à l'exil. Unique pays frontalier sur l'île d'Hispaniola dans les Caraïbes, la République dominicaine voit arriver des milliers d'exilés haïtiens chaque année. Une situation que le président Luis Abinader a promis de changer. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, il a multiplié les expulsions de sans-papiers et renforcé la présence policière à la frontière. Le chef de l'État a aussi fait construire un mur de 164 km qu'il a promis d'étendre. Un bateau transportant plus de 300 passagers a accosté ce jeudi dans le port de Mersin, situé sur la côte méditerranéenne au sud de la Turquie, après avoir quitté la ville libanaise de Tripoli. Il s'agit du 3e navire à arriver dans les eaux turques en seulement quelques jours, avec à son bord des dizaines de personnes fuyant les intenses combats entre Israël et le Hezbollah. Selon l'agence de presse turque IA, les passagers, pour la grande majorité des ressortissants étrangers, sont censés poursuivre leur voyage vers leur pays d'origine. Plusieurs gouvernements étrangers ont exhorté leurs ressortissants encore présents au Liban à quitter immédiatement le pays en raison de l'aggravation des tensions. Outre la Turquie, des milliers de Syriens sont retournés chez eux depuis l'escalade de la violence. Selon l'ONU, leur chiffre, estimé à 100 000 en début de semaine, aurait doublé. Parmi eux, on compte au moins 20% de Libanais à la recherche d'abris sûrs.
Alors que l'escalade des hostilités entre les forces israéliennes et le Hezbollah prend de l'ampleur, la Ligue arabe a condamné jeudi ce qu'elle a décrit comme le scénario brutal d'Israël au Liban. L'organisation s'est réunie au Caire en Égypte pour discuter de la récente montée des hostilités au Liban et au Moyen-Orient. Hossam Zaki, secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, a mis en garde contre le risque d'une guerre régionale provoquée par l'intensification de l'agression au Liban. La Ligue arabe et ses États membres ont mis en garde séparément depuis des mois contre les risques d'une guerre régionale. Et nous voici aujourd'hui proches de l'éruption d'une telle guerre en raison de l'arrogance et de l'imprudence des dirigeants de l'occupation israélienne qui insistent pour mettre le feu à la région et ne s'arrêtent pas aux crimes qu'ils ont commis et continuent de commettre à Gaza. Ils veulent reproduire le même scénario brutal au Liban en toute impunité, soutenu par l'incapacité du monde à dissuader leur comportement criminel de violer les règles juridiques, humanitaires et morales. Cette réunion d'urgence de la Ligue arabe était donc consacrée à la campagne israélienne au Liban et à son impact humanitaire. Le représentant permanent du Liban auprès de la Ligue arabe a déclaré que le dernier cycle d'hostilité avait entraîné le déplacement de plus d'1 200 000 personnes. Les ministres de l'Intérieur du G7 sont en Italie pour un sommet de 2 jours tournant autour des questions liées à la migration, la sécurité, la traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants. Le forum qui rassemble l'Italie, le Canada, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni et les États-Unis intervient dans un contexte international tendu, marqué par une crise migratoire, des guerres et des conflits en Ukraine et l'engrenage de la violence au Proche et Moyen-Orient. Des représentants de la Libye, de la Tunisie et de l'Algérie sont attendus le 2e jour du sommet ce vendredi.